Bonsoir à tous ceux qui sont ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter des recherches qui ont été faites sur le Transfer Graph Neural Network for Pandemic Forecasting. C'est des recherches qui ont été faites par trois chercheurs, George, Janis et Michaelis, pendant le début de l'épidémie du Covid-19, pour pouvoir sortir un algorithme euh, qui pourra déterminer les futurs cas de Covid positifs chez les gens. Voici un petit sommaire de comment se déroulera la présentation. Tout d'abord, on va parler un peu on va faire une petite introduction et ensuite on parlera des travaux qui ont été réalisés pendant le début du Covid. Ensuite, la méthodologie qu'ont adopté ces scientifiques, les expériences qui ont été faites, les résultats et enfin une petite conclusion. Donc, d'abord, comme vous le savez tous, en fin 2019, une nouvelle épidémie est apparue en Chine, le SARS-CoV-2, un virus qui était hautement contagieux. Et, euh, en début 2020, il s'est propagé dans tout le reste du pays du monde. Et ça a provoqué une épidémie mondiale. Et en seulement une année, il a causé plus de 1 million de décès et il y a eu plus de 66 millions de cas positifs. Donc, l'idée était euh, de prévoir avec précision la propagation de l'infection. C'était de la plus haute importance parce que pour pouvoir permettre aux dirigeants d'imposer des mesures pour lutter contre la propagation du virus et décider de l'allocation des ressources pour la santé. Après l'apparition du Covid, on s'est rendu compte que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle ont été une solution qui a émergé, qui était prometteuse pour pouvoir combattre le Covid, notamment pour pouvoir faire des prédictions, etc. Donc, euh, c'était important pour pouvoir prédire le développement de la maladie en fonction des, euh, des, des cas positifs. Donc, la mobilité à l'intérieur d'une région était considérée comme l'indicateur l'indicateur qui allait nous permettre je disais que pour prédire le développement de la maladie, on avait besoin de certaines données. Et donc, le plus préférable, c'était de pouvoir accéder à la localisation des personnes grâce, par exemple, à leur téléphone et leur GPS. Donc, étant donné que la mobilité des gens était le facteur qui allait, qui de un, propager le plus le virus et de deux, qui allait également nous permettre de faire ces prédictions. Donc, c'est là où le Graph Neural Network est apparu, ou pas vraiment apparu, mais disons que c'était la solution la plus optimale pour pouvoir faire ces prédictions. Donc, le Graph Neural Network capitalise la conception de transmission de messages, c'est-à-dire la représentation de chaque vertex, qui sont c'est les nœuds, il permet de faire une mise à jour en fonction des messages reçus par les voisins. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre cas, chaque individu pouvait être contaminé par son voisin. Donc le GNN a été appliqué à d'autres variétés de tâches, telles que la classification des nœuds, la classification des graphes et la catégorisation des textes. Et étant donné que c'était une méthode assez prometteuse, elle a été utilisée pour pouvoir prédire donc les cas de Covid-19. Malheureusement, comme la disponibilité des données était limitée, les scientifiques ont pensé à une autre méthode qui allait leur permettre de ne plus avoir ce problème. C'est qu'ils ont eu recours au MAML, le modèle agnostic meta learning, qui leur permettait en fait de transférer un modèle qui s'est déjà entraîné sur un pays, par exemple,
dans un autre pays par exemple, où le Covid vient d'entamer. Donc, ça leur permettait de lutter contre le manque de données dans chaque endroit. Bien, donc les principales idées qu'ils ont eues, les principales contributions qu'ils ont apportées, c'était tout d'abord la proposition d'un modèle d'apprentissage basé sur le GNN, sur le Graph Neural Network. Ensuite de cela, l'application de la méthode de MAML, pour pouvoir transférer le modèle de propagation de la maladie à partir d'un pays à un autre, pour lutter contre le problème du manque de données. Et enfin, l'évaluation de leur méthode sur 4 pays européens, qui sont la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Donc, voyons tout d'abord quelles sont les autres méthodes qui sont apparues avant le GNN. Donc, au début du Covid, il y a eu pas mal de méthodes pour lutter à cela. Tout d'abord, il y a eu le SEIR. C'est un modèle basé sur le processus de comptage paramétré. Donc, les paramètres de modèle sont estimés à l'aide d'un modèle bayésien optimisation, et il a été évalué dans la région de l'Allemagne et de la Suisse. Donc, ce SEIR, son nom complet, c'est Susceptible, Exposed, Infected et Recovered. Donc, ça permet c'est un modèle qui permet de prédire l'état des gens selon leur déplacement, bien évidemment. Donc, ensuite, il y a eu des études de l'effet de grandes interventions non pharmaceutiques dans 11 pays européens. Par exemple, d'interventions non pharmaceutiques lorsqu'on le confinement qu'on a tous subi, ou encore la fermeture des écoles. Donc, avec un modèle bayésien dont les paramètres sont estimés sur la base des décès observés dans ce pays. C'est-à-dire que selon le jour du décès de la personne, une étude à partir du décès observé, donc pour estimer la transmission du virus, le modèle calcule à rebours à partir de ce jour, du jour du décès. Donc, il revient en arrière pour pouvoir retracer, disons, la transmission de ce virus. Et ensuite, il y a également le LSTM, le Long Short Term Memory, qu'on va également voir plus tard, car il va être utilisé dans ces recherches-là. Donc, il a été utilisé pour prédire le nombre de cas confirmés au Canada, de cas de COVID. Et enfin, il y a bien sûr l'apparition du GNN. Il n'a pas été utilisé directement sur le COVID. Au début, il a été utilisé pour faire des prédictions du syndrome de la grippe aux États-Unis et au Japon. Donc, c'était le collagène, et il a été développé en 2019 en utilisant un réseau ARNN. Donc, il permet de dériver une matrice d'ascension et de ses représentations qui capture comment un emplacement s'influence les uns les autres. Et la matrice forme un graphe transmis à un GNN pour générer la sortie. Donc, maintenant, voyons un peu la méthodologie qui a été utilisée pour ces recherches-ci. Les recherches ont commencé par une série d'hypothèses pour, disons, avoir les données de travail. Tout d'abord, nous avions besoin de la localisation des personnes pour suivre leur mouvement, pour suivre les itinéraires qu'ils prennent, comme ça, pour pouvoir prédire comment le virus se déplace. Donc, à ce fait, l'application Facebook, enfin Facebook disons, on en reparlera plus tard, mais a, disons, donné quelques quelques données des personnes qui utilisaient l'application et qui utilisaient l'historique de localisation. Donc, au début, c'était qu'une hypothèse. Donc, l'hypothèse, c'était que les personnes qui utilisaient Facebook dans leur téléphone portable, avec l'historique de localisation activé, constituaient l'échantillon d'une population, de la population générale, donc la population sur laquelle nous allons travailler. Donc, la deuxième hypothèse, c'était que le nombre de cas positifs qu'une région signale était un échantillon représentatif du nombre de personnes qui ont été infectées réellement, donc que les données n'ont pas été faussées.
Et enfin, le déplacement des personnes d'une région à une autre était, euh, était le facteur majeur de la propagation du Covid dans la région de réception. Donc, les personnes qui habitent à une région X étaient plus susceptibles d'être infectées lorsque, disons, il y avait plusieurs voyageurs qui rentraient dans leur pays, surtout pour les voyages à longue distance. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la construction du graphe. Euh, donc, nous allons représenter chaque pays sur la forme d'un graphe GVE. Donc, c'est le graphe que vous pouvez voir à droite. Donc, il désigne le n égal à v, donc il désigne le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, c'est le nombre de pays sur lesquels on fait des tests. Étant donné que notre phase de test se fait sur 4 pays européens, donc la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Donc, c'est pour cette raison que nous avons 4 nœuds. Donc, la création d'une série de graphes, chacun correspondant à une date spécifique, parce que chaque graphe est fait à un instant T. Donc, selon le nombre de dates que nous avons, on aura plusieurs graphes, donc G1 jusqu'à GT. Les données de mobilité d'une seule date sont transformées en un graphique dont le vertex représente la région NUTS3. Donc, et les bords représentent des schémas de mobilité. Par exemple, pour le poids A, entre V et U, c'est le nombre de personnes qui se sont déplacées depuis la zone V, par exemple, disons l'Angleterre, jusqu'à la zone U qui sera, par exemple, la France. En ce qui concerne notre 3, c'est la nomenclature of territory units for statistics. Donc, en ce qui concerne la troisième, c'est les petites régions sur lesquelles on fait des diagnostics spécifiques. Donc, dans notre cas, c'était l'étude du Covid, bien sûr. La mobilité entre les régions UE, par exemple, prenons l'exemple de UEV, donc la mobilité entre les régions UEV à un temps T forme une arête qui est multipliée par le nombre de cas, donc le cas positif qu'on va nommer C de T à un instant T, de la région U. Il fournit un score relatif exprimant le nombre d'individus infectés qui auraient pu passer de U à V. Donc, parmi, disons, c'est A, le nombre de personnes qui vont se déplacer d'un pays à un autre. C, c'est le nombre de cas positifs. Oula. Et donc, nous allons avoir une nouvelle variable qui sera X, qui sera le vecteur d'attribut des nœuds. Donc, X va contenir toutes les cas d'une date T-D à une date T. Donc, selon les dates que nous allons choisir. Il contiendra le nombre de cas pour chacun des jours passés dans cette région. Intuitivement, donc le message passant sur ce réseau calcule un vecteur de caractéristiques pour chaque région avec un score combiné de toutes les régions. Donc, on a les cas positifs de toutes les régions qui vont se déplacer vers une région spécifique. Et bien évidemment, nous avons des boucles dans toutes les régions, étant donné cela représente le mouvement des habitants de cette région spécifique. Donc, AT est la matrice d'adjacence du graphe GT et XT est une matrice dont la ligne contient les attributs des différentes régions. Donc, vous pouvez voir la matrice en bas à droite. Dans ce cas, le résultat qui sera Z, c'est le vecteur qui combine la mobilité des personnes dans une région vers une autre région et le nombre de cas signalés à la fois dans eux et dans les autres régions.
Donc, Z contient le nombre, disons, total des gens qui sont infectés et des gens qui sont contaminés dans toutes les régions. Donc, en ce qui concerne la modélisation, donc, pour modéliser la dynamique du processus de propagation, nous utilisons deux instances d'une famille bien connue de GNN, qui est le MPNN, le Message Passing Neural Network. Donc, ces deux instances, ce seront euh, le, le long short memory qu'on a vu tout à l'heure et le TL, donc, que nous verrons un peu plus tard. Donc, ce réseau consiste en une série de couches d'agrégation de voisinage. Chaque couche utilise la structure de graphe et les vecteurs de caractéristiques des nœuds de la couche précédente. Donc, à chaque fois, il fait une sorte de mise à jour pour avoir toujours les, pour générer toujours les nouvelles représentations des nœuds. Donc, pour mettre à jour les représentations des vertex de chaque graphe entrant d'entrée, donc, nous allons utiliser la fonction suivante, qui sera le schéma d'agrégation des voisinages, et où HI est la matrice qui contient la représentation des nœuds des couches précédentes. Donc, I, ce sont les couches, et H, c'est la matrice qui représente les nœuds à de la couche précédente. Donc, la première couche qui sera H0 sera notée X, et WI est la matrice de paramètres qui seront entraînables de la couche I. Donc, ces paramètres seront bien évidemment réutilisés à chaque fois parce que nous allons faire passer notre modèle dans différents... nous allons réutiliser notre modèle pour ne pas avoir, disons, à recommencer à zéro. Donc, et enfin, F, c'est une fonction d'activation non linéaire. Donc, nous normalisons la matrice d'adjacence A de telle sorte que la somme des poids des arêtes entrantes de chaque nœud soit égale à 1. Donc, le nombre de personnes qui passent sera juste égal à 1. Donc, étant donné un modèle de K-couche d'agrégation de voisinage, la matrice A et H seront spécifiques à un seul graphe. Donc, à chaque fois, nous aurons de nouvelles variables pour elles, tandis que la matrice d'entraînement, donc W, sera partagée pour tous les graphes. Donc, un MPNN contient K couches d'agrégation de voisinage. À mesure que son nombre augmente, les caractéristiques des nœuds finales captent plus d'informations et ce sont des informations plus globales. Mais la conservation des informations intermédiaires est également très utile on pourra ainsi la concaténer. Donc, on va faire une concaténation de la matrice H et les lignes de la matrice émergées peuvent être considérées comme une représentation de vertex qui encode les informations structurelles à multi-échelle, y compris les les caractéristiques initiales des nœuds. Donc, en ce qui concerne le LSTM, afin de profiter de la corrélation temporelle entre la cible et les cas confirmés dans le passé, nous construisons une version chronologique de notre modèle en utilisant les différents instantanés du graphe de mobilité. Donc, ce sont, disons, les différentes sauvegardes de données que nous avons du graphe. Donc, nous avons une suite de graphes G1 jusqu'à un GT, à un instant T, qui correspondent à une séquence de dates. Donc, nous utilisons un MPNN à chaque pas de temps pour obtenir une suite de représentation de notre fonction H. Donc, ces représentations sont ensuite alimentées dans un long short-term memory network qui peut capturer la dépendance temporelle de long terme dans une série de temps. Donc, nous utilisons une pile de 2 couches LSTM, donc 2 couches cachées. Les nouvelles représentations des régions correspondent à l'état caché du dernier pas de temps de la deuxième couche LSTM.
Donc, ces représentations sont ensuite transmises sur une couche de sortie similaire au MPNN avec les caractéristiques initiales pour chaque pas de temps. Donc, en ce qui concerne le deuxième modèle, c'est le MPNN plus TL. Pour, intégrer les connaissances passées des modèles exécutés dans d'autres pays, nous séparons nos données en tâches et proposons une adaptation de MAML. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, pour ne pas avoir à refaire le travail dès le départ, on reprend le modèle qu'on va utiliser sur d'autres pays. Donc, supposons d'abord que l'ensemble de MetaTrain, donc D1 jusqu'à DP, correspondent au jeu de données de PPI. Donc, dans notre cas, nous avons 4 pays que nous pouvons utiliser pour obtenir un jeu de paramètres θ. Donc, les paramètres appris peuvent ensuite être utilisés pour initialiser le modèle pour les pays omis, les pays qu'on n'a pas intégrés donc, dans le MetaTrain. Donc, chaque jeu de données est lui-même divisé en sous-tâches. Donc, chaque pays a une formation différente, car chaque pays a une formation différente, des ensembles de taille de croissance, ainsi que des objectifs à court et long terme différents. Donc, pour chaque combinaison de ces deux, nous formons un modèle différent. Ainsi, l'ensemble de tâches pour un pays K et donc dk est égal à la fonction que vous avez ici, où TR et TE est un jeu de données associé au pays K. Donc, en ce qui concerne disons, la pratique, l'expérience qui a été faite, donc tout d'abord, les données qui ont été récoltées, donc le dataset a été récolté par Facebook. Donc, Facebook a publié plusieurs ensembles de données dans le cadre du programme Data for Good pour aider les chercheurs à mieux comprendre la dynamique du COVID-19 et prévoir la propagation de la maladie. Donc, toutes les personnes qui utilisaient l'application Facebook avec l'historique de leur position activée. Donc, ces données ont été récoltées, ils ont été offertes pour ces recherches. Donc, les données brutes contiennent 3 enregistrements par jour, matin, midi et soir. Donc, indiquant le nombre de personnes se déplaçant dans une région à une autre à un moment de la journée. Donc, nous nous concentrons sur les 4 pays qu'on a indiqués tout à l'heure, les 4 pays européens, pour voir le nombre de cas, le, le nombre de cas dans les différentes régions. Donc, la date du début donc, la date du début est la première date pour laquelle nous disposons à la fois de données sur la mobilité et de données relatives au nombre de cas disponibles. Donc, certaines régions ont été supprimées, soit en raison de l'absence de cas de Covid, soit en raison de l'impossibilité de cartographier les données de mobilité sur Facebook. Donc, dans le tableau, vous pouvez voir le début euh, le début et la fin donc, des données, donc la région et le nombre de nouveaux cas par jour. Donc, dans nos expériences, nous formons les modèles en utilisant des données du jour 1 au jour T, puis utilisons le modèle pour prédire le nombre de cas pour chacun des jours suivants. Donc, nous sommes intéressés par l'évaluation de l'efficacité du modèle dans la prédiction à court et moyenne et long terme. Par conséquent, nous fixons la date à 14. Donc, 14 sera non seulement fixé pour le nombre de jours d'entraînement, mais également le nombre de jours de prédiction. Donc, on a du jour 1 à T, T sera 14. Donc T plus 1 jusqu'à T plus DT, on aura 28 jours au total. Donc, nous attendons à ce que les prédictions à court terme soient plus précises que les prédictions à long terme. Donc, nous entraînons un modèle différent pour prédire le nombre de cas pour chaque jour, parce que, par exemple, pour le jour T plus 1, le 15e jour, et pour le jour T plus 2, le 16e jour, on aura 2 modèles différents qui vont faire des prédictions sur chacun des jours. Donc, par conséquent, chaque modèle se concentre sur la prédiction du nombre de cas après un horizon temporel fixe, allant de 1 jusqu'à 14. Donc, en ce qui concerne les résultats, donc, à droite, vous avez
des graphes qui montrent les prédictions donc les prédictions du modèle dans les 4 pays, donc en Angleterre, en France, en Italie et en Espagne. Donc, nous observons que le modèle proposé produise des erreurs moyennes plus faibles par rapport aux lignes de base. Le MPNN plus TL ayant la meilleure performance. Donc, c'est celui qui se trouve tout en bas, la ligne bleu-vert. Donc, c'est elle qui a le plus petit taux d'erreur. Donc, en termes de prévision à court terme, ces performances sont proches de certaines lignes de base, mais la différence augmente. Donc, plus la portée est longue, plus la différence augmente. Donc, un- une prédiction qui va plus loin dans le temps nécessite l'identification de modèles plus persistants. Dans le cas de notre modèle, nous visons à capturer les cas non enregistrés se déplaçant d'une région à une autre ou propageant la maladie dans leur nouvelle région. Donc, les résultats démontrant également l'avantage technique d'apprentissage par transfert, puisque le MPNN-TL surpasse le MPNN normal. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le MPNN-TL, c'est celui qui utilise le MAML, donc la méthode de meta-learning, donc le transfert de données d'un pays à l'autre. Donc, ici, nous pouvons voir donc le nombre de cas dans ces pays et également le nombre d'erreurs associées donc, pour les prédictions. Donc, nous avons besoin d'une mesure pour prendre en compte les caractéristiques spécifiques à la région ainsi que le temps. Donc, à cette fin, nous avons calculé l'écart entre la moyenne prévue et le nombre moyen réel de cas au cours des 5 jours suivant l'entraînement. Donc, on peut voir que la région avec une erreur relativement élevée sont celles avec le moins de cas. Donc, comme on peut le voir, par exemple, sur la France qui a pas mal de, euh, d'erreurs de prédiction, car elle a moins de cas. Donc, les cas sont à droite et les prévisions sont à gauche. Donc, en revanche, les régions avec le plus grand nombre de cas ont tendance à avoir une erreur relative beaucoup plus faible. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'Angleterre qui est en deuxième. Donc, étant donné qu'elle a beaucoup de cas, son erreur est inférieure à 20%. Donc, bien évidemment, c'est le cas pour chaque région de ces 4 pays, hein, sauf pour une région en Espagne. Donc, cela indique que notre modèle produit en effet des prédictions précises qui pourraient être utiles dans l'allocation des ressources et l'élaboration des politiques pendant la pandémie. Donc, cette méthode euh, cette méthode est une méthode qui a donné ses preuves et qui peut être utilisée non seulement pour cette pandémie, mais également pour les pandémies à venir, en se basant justement sur ce modèle-là qui s'est entraîné sur le Covid-19. Donc, en conclusion, nous avons utilisé des données de mobilité comme un graphe et les nœuds correspondant aux régions et les poids des bords à la mobilité de masse entre leurs extrémités. Donc, ensuite, nous avons dérivé des variantes de la famille de MPNN pour générer les représentations pour les régions en fonction de leur interaction et de leur historique. De plus, étant donné que les différents pays peuvent se trouver à différentes phases de l'épidémie, par exemple, nous pouvons avoir un pays où l'épidémie s'est totalement stabilisée et un autre pays où l'épidémie sévit ses premiers débuts. Donc, notre méthode nous permettra de justement ne pas commencer à zéro dans ce nouveau pays, utiliser ces données déjà récoltées
Donc, des expériences menées sur les données des 4 pays européens montrent que l'architecture surpasse les approches traditionnelles et, plus récentes pour prédire le nombre de nouveaux cas quotidiennement de COVID. Donc, voici les références qui ont été utilisées lors de ces recherches. Et merci pour votre attention. Avez-vous des questions?
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite présentation sur les outils d'intelligence artificielle qu'on utilise pour la modélisation de trafic routier. Alors, Iman, si tu me permets, mais c'est juste que ce soit la modélisation du trafic routier dans une ville ou la propagation de la pandémie, pour ces deux problématiques, on peut utiliser des graphes. Pourquoi? Parce que oui, nous avons des nœuds, nous avons un flux. Donc, c'est d'ailleurs dans une ville, et ça, on voulait le faire avec certaines personnes. Dans une ville, on peut toujours imaginer que la pandémie, elle suit la mobilité des humains. D'accord? Parce que c'est la mobilité des humains qui va occasionner des contacts. On peut aussi utiliser de la mécanique du fluide. Donc, en gros, c'est un peu une grande ressemblance entre les deux présentations. d'accord. Voilà le plan d'aujourd'hui. On va commencer bien sûr avec l'introduction. Après, on va parler de l'objectif de la modélisation de trafic routier. Et puis, on va passer au vocabulaire utilisé dans ce sujet, c'est-à-dire les différents modèles qu'on utilise pour faire la modélisation, et les outils de l'intelligence artificielle, que ce soit Reinforcement Learning, Convolutional Neural Network, et LSTM, l'ensemble memory, et l'Internet des objets, Internet of Things. Et on va terminer avec une petite conclusion. L'augmentation rapide du nombre de véhicules, malgré les infrastructures physiques, correspond à un problème crucial pour le développement des vies intelligentes. La haute densité des véhicules suscite de nombreuses nuisances environnementales, pollution atmosphérique, sanitaire, stress, maladies, les collisions et les problèmes économiques, coût du carburant qui causent des retards et un gaspillage de carburant en raison d'une route chaotique. Le système de contrôle des faits de circulation joue un rôle très important dans la circulation des véhicules et la gestion des embouteillages. Le nombre d'états augmente, ce qui indique une croissance exponentielle de la complexité traditionnelle du système. Le système d'apprentissage par renforcement avec les récents avancées dans les techniques d'apprentissage automatique. Les réseaux de neurones profonds sont les principaux domaines ciblés à traiter lorsqu'il y a un grand nombre d'états. Pour résoudre ce problème de circulation automatique, le trafic routier peut être divisé en différents niveaux. On va les distinguer suivant le niveau microscopique et le niveau macroscopique. Et avant, on va parler d'objectifs. L'objectif principal de l'étude du trafic routier est d'assurer une circulation sécurisée et fluide des usagers de la route. Et cela en essayant de minimiser le temps d'attente des véhicules, maximiser le flux de trafic dans un réseau, assurer la sécurité des usagers de la route, minimiser la consommation du carburant et le plus important, c'est minimiser le nombre des accidents. Alors, pour faire la modélisation, on doit connaître les problèmes qu'on affronte réellement. Par exemple, le type d'usage de la route, les propriétés physiques de la route, le flux de trafic, les places où il y a des interactions entre les bicyclettes et les véhicules, considérer les tournées à gauche et à droite, la capacité de la route. Et on voit, par exemple, dans le cas marocain, la capacité de la route est très faible. Et on doit considérer aussi les scénarios d'accident. Alors, le premier modèle, c'est les modèles macroscopiques. Les modèles macroscopiques sont issus d'une analogie hydrodynamique de l'écoulement des véhicules. L'objet de ces modèles est de pouvoir caractériser le comportement global du trafic à une échelle d'étude relativement importante. Ils sont donc tout particulièrement utilisés dans le cadre de la modélisation. Les variables de ce modèle sont la densité de trafic, il caractérise la distribution des véhicules dans l'espace, le flux de trafic qui caractérise la distribution des véhicules dans le temps, et la vitesse moyenne, c'est le rapport entre le flux et la densité. On distingue deux modèles des modèles macroscopiques. Les modèles de premier ordre exploitent les concepts de base
de base définissant un fluide compressible, approche de la dynamique des flots, véhicule par trois principes essentiels. La première, c'est la représentation continue. Il définit la continuité de l'environnement. La deuxième chose, c'est l'équation de conservation qui décrit la réalité de trafic. Et la dernière chose, c'est le diagramme fondamental qui décrit la géométrie de la route, la nature, la composition du trafic, les conditions de temps et les opérations de mesure. Le deuxième modèle, c'est le modèle d'ordre supérieur. Les modèles d'ordre supérieur, ces modèles ont été introduits dans le but d'améliorer le niveau de précision donné par les modèles et la convergence avec le rang d'accès. On trouve les modèles de support, les modèles circulaires, les modèles kinétiques. Tous ces modèles sont des modèles supérieurs. Le deuxième type de modèle, c'est les modèles microscopiques. Ont pour principale vocation de pouvoir décrire le comportement individuel des usagers pour deux situations de conduite. La première, c'est le comportement en poursuite qui correspond au comportement d'un conducteur en réponse aux actions des véhicules qui le précèdent et le comportement de changement de voie au sens large. Dans ces modèles, le conducteur joue un rôle primordial en termes qu'élément de commande actif au sein de l'ensemble véhicule, conducteur, route, par des actions du conducteur sur le frein et sur l'accélérateur. On va maintenant passer au reinforcement learning qui est utilisé pour le trafic, pour la génération de signal de trafic, de contrôle. L'apprentissage par renforcement s'est avéré être une méthode efficace pour développer des contrôleurs des feux de circulation adaptatifs en ajustant la synchronisation des signaux en réponse aux fluctuations du trafic. Voilà le schéma représentant reinforcement learning. Alors, la science de le reinforcement learning, c'est la science de la prise de décision. Il s'agit d'apprendre le comportement optimal dans un environnement pour obtenir une récompense maximale. Alors, les principaux paramètres de reinforcement learning qu'on doit connaître, c'est l'environnement, l'agent, les rewards et les actions. Ce comportement optimal s'acquiert par les interactions avec l'environnement et l'observation des réactions. Alors, l'objectif de l'agent, c'est maximiser la récompense cumulative. Le state, il est défini par deux paramètres. Généralement, il est défini par deux paramètres. Pour le cas de la modélisation de trafic routier, c'est les positions et la vitesse des véhicules. La troisième chose, c'est les actions faites par l'agent pour maximiser la récompense. Et reward, c'est le signal de récompense que l'agent observe lors de ses réactions. Alors, voilà quelques exemples des articles qu'ils ont utilisé reinforcement learning pour Traffic Light. Voilà les modèles, les reinforcement modèles, les learning with function approximation. Je vais parler plutôt des fonctions approximation. Ils ont utilisé aussi reinforcement learning with graph convolutional neural network, learning avec LSTM, ils ont entre learning et LSTM. Les states se diffèrent bien sûr. Ils considèrent par exemple le moyen du temps d'attente, etc. Les actions, généralement, les actions sont le travail avec les lumières. Rouge, lumière c'est rouge ou vert, passer, extension de lumière rouge ou l'extension de vert, c'est ça. Reward, ça diffère, c'est par exemple maximisation du flux de trafic, minimiser le temps d'attente. Et l'agent peut situer sur l'intersection et on peut trouver différents agents, par exemple des agents locaux et des agents régionaux, combinaison entre eux. Voilà. Voilà un exemple d'application de reinforcement learning.
C'est un article que j'ai déjà lu. Intelligent Traffic Light via Policy Based Deep Reinforcement Learning. C'est une étude comparative entre que-learning basé sur la valeur et la politique basée sur la méthode. Pour montrer que les politiques basées sur la méthode est plus performant que learning basé sur la valeur. Pour résoudre le problème de l'espace interaction qui est extrêmement grand et infini, elles ont utilisé le Deep Reinforcement Learning, plus précisément DQN et des DQN. Ils utilisent des ANN appelés network pour cartographier l'état. DQN a deux networks, que network d'évaluation et que network target. Pour la différence entre des DQN et des DQN, dans cet article, c'est la méthode ou le processus de mise à jour. Il diffère sur le processus de mise à jour. La deuxième chose, c'est la méthode basée sur la politique. Contrairement aux autres méthodes ML basées sur la valeur, la méthode basée sur la politique fait la mise à jour directement et fait converger vers la politique principale. Cette méthode est en PC Learning. Elle utilise chaque expérience collectée une seule fois. Donc, DNN fait la mise à jour une fois. Un ensemble de données sont collectées et toutes les anciennes expériences seront supprimées. Pour la fonction d'approximation, c'est une fonction qui aide à trouver la valeur d'un état ou d'une action lorsqu'il y a des circonstances similaires se produisent, alors que le calcul des valeurs réelles de V et Q nécessite un calcul complet et n'apprend pas de l'expérience passée. De plus, l'approximation des fonctions permet d'économiser le temps de calcul et de l'expérience de l'espace mémoire. Récemment, il y a plusieurs articles qui ont traité learning avec les fonctions approximation. Alors, la différence entre les deux, c'est que DQN et DDQN, c'est que la fonction, lorsqu'une fonction non linéaire telle qu'un réseau neurone est utilisée pour l'approximation, ce processus d'apprentissage devient instable en raison des changements dynamiques de la cible et dans le pire des cas, la fonction qui diverge. Donc, c'est pour cela qu'ils ont utilisé le DQN et le DQN qui sont des extensions de Q-learning pour éviter que la fonction de la divergence. Le DQN introduit un réseau cible distinct qui est une copie de la fonction qui est utilisée pour calculer la valeur cible. Le deuxième outil, c'est le Convolutional Neural Network, CNN. CNN est un type de deep learning. Les CNN sont vraiment efficaces pour la classification des images, car le concept de réduction de la dimensionnalité convient à un grand nombre de paramètres d'une image. Il est souvent utilisé pour la classification des types de véhicules ou pour la reconnaissance et la classification des véhicules d'urgence. Généralement, il est utilisé dans toutes les choses qui ont relation avec l'image. Voilà l'architecture du CNN. Alors, l'entrée, c'est CNN prend une image originale. Comme entrée, cette image va passer aux convolutions. La convolution pour réduire le surajustement. Puis, la convolution plus réduite donne une détection de caractéristiques invariantes dans l'emplacement. Réalise une fonction d'activation non linéaire. C'est pour accélérer l'apprentissage. Pooling, la partie pooling, c'est pour réduire la dimensionnalité et la computation. Elle est utilisée pour réduire la taille. Et la dernière chose, c'est pooling connected layer. Il prend la sortie des couches précédentes, les aplatit et les transforme en un vecteur unique qui peut servir d'entrée à l'étape suivante. La deuxième fully connected layer prend les entrées et l'analyse des caractéristiques et applique des pondérations pour prédire l'étiquette correcte et puis elle donne les probabilités finales pour chaque étiquette. Donc, elle donne le résultat comme la probabilité de chaque type de véhicule auquel il appartient au véhicule. Généralement, les CNN sont utilisés pour
dans le trafic routier pour la procession des images selon deux étapes. La première étape, c'est la détection. Il identifie les caractéristiques spécifiques de l'image. Par exemple, en réduisant la luminisation, les effets de luminisation. Et ces informations seront stockées dans un base d'entraînement pour passer à la deuxième étape, c'est la reconnaissance et la classification. La méthode de reconnaissance et classification peut échouer à cause des problèmes de la combinaison entre la lumière de plusieurs véhicules ou des problèmes de conditions de météo. Le troisième outil, c'est l'Enchant Time Memory, LSTM. LSTM est une architecture de réseau de neurones récurrent utilisée dans le domaine de l'apprentissage en profondeur. Les réseaux LSTM sont bien adaptés à la classification, au traitement et à la prévision sur la base de données chronologique, car il peut exister des décalages d'une durée inconnue entre les événements importants d'une série chronologique. Le LSTM ont été développés pour faire face aux problèmes de disparition de gradients ou vanishing gradients qui peuvent être rencontrés lors de l'entraînement des RNN traditionnels. LSTM est proposé pour prédire le trafic routier puisqu'il est un système non linéaire. Voilà une autre application. C'est un article qui utilise la combinaison entre LSTM et ARIMA pour faire la prédiction du flux de trafic. Le modèle ARIMA est un célèbre modèle de prédiction des séries chronologiques. Comme son nom l'indique, ARIMA est une extension du modèle autorégressif AR et le modèle de moyenne mobile MA pour l'analyse des séries chronologiques. La présente étude a combiné les modèles ARIMA performants dans la prédiction aléatoire des flux de trafic et le réseau LSTM qui s'affiche bien dans les séries chronologiques. Un réseau LSTM typique se compose d'une couche d'entrée, d'une couche cachée récursive et d'une couche de sortie. La couche d'entrée reçoit les données pour la formation, tandis que la couche de sortie produit les résultats de prédiction. Dans la couche cachée récursive est constituée de 4 structures, une porte d'oubli, porte d'entrée, une porte de sortie et un bloc mémoire. Alors, la supériorité de la méthode combinée vient de l'intégration des avantages du réseau LSTM et de la modèle ARIMA. Le réseau LSTM peut s'adapter à des données non linéaires avec précision, en particulier les données à forte fluctuation. Et le modèle ARIMA peut capturer la relation linéaire avec précision dans la série chronologique et atteindre une précision de prédiction élevée sous conditions de circulation simple. Alors, on va passer maintenant au Internet of Things, ou l'Internet des objets. L'Internet of Things est un réseau géant avec des appareils connectés. Ces appareils rassemblent et partagent des données sur la façon dont il est utilisé et l'environnement dans lequel elles sont exploitées. Tout à fait en utilisant des capteurs qui sont intégrés dans chaque appareil physique, téléphone par exemple, appareil téléphonie, appareil électrique, mais dans nos cas, il y a feu de circulation des véhicules et presque tout ce que vous rencontrez dans la vie quotidienne. Ces capteurs émettent en continu des données sur l'état de fonctionnement des appareils et pour partager cette énorme quantité de données, l'IoT fournit une plateforme commune pour ces appareils de vider leurs données pour les analyser et des informations précieuses sont extraites selon les besoins. Alors, on a besoin de connaître l'IoT. C'est quoi l'IoT? Les sensors, ce sont les capteurs. Et le cloud computing, c'est la plateforme utilisée pour générer cette énorme quantité de données. Alors, les capteurs sont des dispositifs qui détectent les informations externes et les remplacent par un signal que les humains et les machines peuvent distinguer. Ceci sont connectés directement ou indirectement au réseau IoT après la conversion et le traitement du signal. Par exemple, l'ultrasonique, l'ultrasonique, c'est un capteur
qui est utilisé pour détecter tout obstacle vient devant le véhicule. Accéléromètre, c'est un capteur qui détermine l'orientation du véhicule. DHT11 est un capteur pour déterminer la température en degrés Celsius et l'humidité en pourcentage qui est dans les surfaces. Et les capteurs de base qui donnent les données qui nous donnent des informations sur la fumée, par exemple, cloud computing. Cloud computing intègre les données via des capteurs, les stocker dans une base virtuelle, les analyser. Après, elle prend une décision et répond aux résultats finaux, aux utilisateurs finaux. On utilise souvent le IoT dans le smart parking, IoT for traffic, smart parking. Par exemple, les capteurs IoT dans les parkings peuvent transmettre des informations sur les places de stationnement. Pour IoT for traffic light, les capteurs installés à des endroits stratégiques peuvent utiliser la technologie IoT pour collecter les données sur les embouteillages en éloignant les véhicules de ces endroits. Et la dernière chose, c'est Smart Ambulance. Les systèmes de vidéosurveillance et les capteurs routiers peuvent aider à localiser les incidents et à les signaler. Voici un schéma, c'est un exemple pour comprendre l'architecture de l'IoT, comment ça marche dans ce domaine. Alors, quand un accident a été détecté par les capteurs, par exemple par les ultrasoniques, accéléromètres, DHT-A1 et gas sensor, ces données vont être envoyées au ThingSpeak Cloud en utilisant Node MCU pour les analyser. Après, ces données analysées vont prendre les décisions et vont l'envoyer vers le monitoring pour analyser une autre fois et donner des SMS d'urgence au service d'urgence pour aller à l'endroit avec les coordonnées réelles de la place d'accident pour aller faire l'essentiel le plus rapide et le plus tôt possible, que ce soit les polices, que ce soit l'ambulance ou que ce soit les pompiers. Alors, comme conclusion, l'intelligence artificielle transforme le secteur du transport et le fait d'avoir un système informatique évolutif présente un énorme avantage concurrentiel pour tout transitaire. En effet, les systèmes intelligents de gestion de transport peuvent gérer automatiquement plusieurs processus. Grâce à l'apprentissage automatique, les systèmes intelligents peuvent prévenir et surmonter les embouteillages. Ces derniers coûtent cher pour les États européens, par exemple, et aussi marocains. L'IA pourrait permettre une circulation simplifiée et réduire la congestion. En effet, les feux de circulation intelligents peuvent gérer le trafic plus efficacement, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Et il peut traiter aussi des données complexes pour suggérer au conducteur le meilleur trajet à emprunter. Mais toujours l'augmentation rapide des véhicules, comme limite devant les chercheurs. Donc ce sujet reste toujours une question de recherche, et surtout pour le cas marocain, puisqu'on est très, très en retard en comparant avec les autres pays européens. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation était claire et compréhensible. Et merci une autre fois. Merci, Imen, pour cette présentation qui était très riche. Et là aussi, comme pour Ayoub, il y avait beaucoup d'algorithmes, beaucoup d'approches. Et puis surtout, on a combiné différentes approches, différents algorithmes. Dans les deux présentations, on revoit un peu le LSTM. On voit les graphes chez
chez Ayoub, mais on voit aussi, donc, tu as parlé des CNN, d'accord, de manière à ce qu'on peut donc, analyser les liaisons entre des nœuds, de manière générale. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc voilà. Donc, les LSTM, il faudrait peut-être qu'un jour, on va essayer de présenter ces algorithmes de machine learning, les algorithmes de base, RNN, LSTM. Mais tu n'as pas utilisé, parce que LSTM, depuis quelque temps, il est parfois remplacé par des mécanismes d'attention, des transformers. Tu n'as pas regardé ce côté? Non, monsieur, non, non, non. D'accord. Parce que les LSTM, on utilise l'état juste avant, précédent, pour prédire. On essaie quand même de préserver la mémoire, mais avec les mécanismes d'attention, on utilise un peu toute la secteur historique. Et même ce qui est venu après, pas seulement ce qui est avant, et avec des systèmes de pondération et par apprentissage. Donc, voilà, on prédit un peu mieux ce qui va suivre. C'est apparu dans le langage, mais bien sûr, on l'utilise un peu à chaque fois qu'on a une série temporelle. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui, professeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous entend. D'accord. Je remercie les différentes présentatrices et par rapport à leur thématique qui est intéressante. Et ce que je veux, c'est déjà la question posée sur ces algorithmes après pour qu'on voit comment ces algorithmes fonctionnent et pour pouvoir les utiliser dans nos applications aussi après. Oui. Oui, on avait déjà présenté les algorithmes, par exemple, GNN, les Graph Neural Networks, CNN, LSTM, on les a, si vous regardez certaines vidéos de webinaires qu'on a déjà enregistrées, on a déjà parlé de ça. Donc là, c'est beaucoup plus des applications à des… Voilà. Mais rien n'empêche de dire que, d'ailleurs, les graph neural networks, très légèrement, ont été présentés par Ayoub. Il a montré un petit peu ce qui se passe. Et ce qu'on doit comprendre avec les graphes, c'est que nous avons des nœuds. C'est comme si nous avons des entités. Et au lieu de s'intéresser seulement aux entités pour prédire comment ils vont évoluer, on utilise en plus la structure de graphe que ces nœuds, que ces données supportent. Il y a des liaisons. Par exemple, si je prends les régions, nous avons des liaisons entre les régions. Donc, si un virus apparaît dans une région, parce qu'il y a la mobilité des gens, le virus va passer. Comment on peut modéliser tout ça? On le modélise avec ce qu'on appelle des messages passing. C'est-à-dire qu'on suppose que si je prends une région, alors toutes les régions qui lui sont connexes, c'est-à-dire qui sont liées à cette région, vont construire, agréger un message, agréger, disons, un effet, et l'envoyer vers cette région. Donc, si vous avez une ville qui est connectée à 5 villes, les 5 villes vont agréger, vont créer un effet, un message, et ce message, ils vont l'envoyer à la ville. C'est quoi agréger un message? C'est-à-dire avoir une combinaison disons, de probabilité d'infection, puisque c'est ce qui se passe. Vous avez une ville et 5 villes qui sont autour, et les gens, ils vont aller des villes d'origine vers cette ville. Donc ça, on le modélise avec des messages passifs. D'accord.
C'est pas très compliqué mathématiquement, c'est pas très compliqué, c'est juste une combinaison, disons, d'effets ou de mouvements de population des villes autour vers la ville, et ça s'exprime comme un réseau de neurones ou un réseau. C'est pas très compliqué, mais on peut pas non plus l'expliquer juste comme ça avec les mots. Ok. Mais vous trouverez ça sur Internet dans nos webinaires, ou alors il y a des cours très intéressants sur les réseaux de neurones à base de graphes ou les GNN, surtout dans l'université de Stanford. Si vous entrez, vous allez trouver. Ok, Très bien. l'université de Stanford. Ok. Merci pour la question. D'accord. D'autres questions? Ce qui serait aussi bien, c'est que pour Iman, elle utilise les Graph Neural Networks parce que ça n'apparaît pas dans sa présentation. Ça peut être intéressant. Et à l'inverse, et puis à l'inverse, pour Ayoub, peut-être qu'un jour, on essaiera de présenter les LSTM, même les CNN. D'accord. Les CNN, au début, c'était pour les images, mais avec le temps, on a commencé à les utiliser pour les séries temporelles. D'accord. Puisque le CNN, il parcourt une image, donc il peut aussi parcourir une série temporelle, considérant x de t, x de t plus 1, et les parcours comme s'il parcourait une image. Et d'ailleurs, les graphes, on s'inspire beaucoup de ce qu'on fait dans les CNN. Le message passif dont j'ai parlé il y a un moment, en réponse à la question de Castro, donc il utilise un peu le même principe, même idée que celle du CNN. OK. D'autres questions? Et puis, on aimerait bien que Iman et Ayoub travaillent sur un aspect, sur une partie, mais qu'ils aillent un peu dans les détails. Ils choisissent une partie, par exemple, l'algorithme, comment il est fait. L'algorithme, par exemple, pour Ayoub, du message passing, comment c'est fait, quel choix. Et on travaille sur un exemple. Une idée intéressante qui a été présentée chez Ayoub et qui peut aussi servir à Iman, c'est le transfert. Si on a déjà un réseau, donc un algorithme qui a déjà appris, qui s'est entraîné pour une ville, par exemple la ville de Paris, est-ce que je peux le transférer, ce que j'ai appris sur Paris, faire du transfert learning, ou alors je dois tout refaire, par exemple, quand je prends Londres ou Berlin. Est-ce que je peux là aussi faire du transfert learning? Et normalement, ça devrait marcher et ça devrait donner de meilleurs résultats parce qu'on va utiliser les connaissances qu'on a sur une ville qui n'est pas si différente que Paris. Les gens, surtout si on considère Berlin, Paris, parce qu'à Londres, je pense, le volant n'est pas dans le même endroit. Mais si deux pays ou deux villes ont le même code de la route et les gens ont un petit peu la même culture quand ils conduisent leur voiture, je pense que le transfert learning serait très, très utile. Mais ça sera difficile pour le cas marocain, puisque c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit Londres et j'ai dit surtout Berlin. Oui, entre les pays européens. Oui. OK, donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, on s'arrête. Et si parmi vous, il y a des gens qui veulent présenter quelque chose, c'est toujours intéressant parce qu'à travers l'échange, donc on comprend mieux et puis ça nous entraîne lorsqu'on aura besoin de présenter un travail ailleurs. Merci à tout le monde et à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous en prie, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Au revoir.
Au revoir, monsieur. J'ai vu ici une question. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Vous avez cité des architectures utilisées en deep learning et reinforcement learning. Est-ce que l'utilisation entre les deux influence les résultats? Iman, tu peux répondre? Je m'excuse, je viens de voir cette question. Oui, la question. Est-ce que le choix entre deep learning et reinforcement learning, est-ce que l'utilisation entre ces deux peut influencer le résultat, les résultats obtenus? Oui, elle peut influencer le résultat parce que on utilise pour des cas différents. On les utilise pour des cas différents. Oui, c'est ça. Par exemple, reinforcement learning, on l'utilise pour la génération de traffic lights, ou deep learning, on l'utilise pour la prédiction du flux de trafic. Donc, je dis souvent, mais on peut les utiliser en combinaison entre les deux. Mais il va donner des résultats différents, bien sûr. Le deep learning, c'est un terme un peu plus général. Le reinforcement learning, c'est un cas spécifique. Un Un cas. peu spécifique. Voilà. Donc, une méthode d'apprentissage très spécifique. Mais le deep learning, c'est beaucoup plus large. C'est tous les algorithmes d'apprentissage à l'aide de réseaux de neurones profonds. On les met ensemble et on les appelle deep learning. Voilà, donc, merci à nouveau et à la prochaine fois. Merci. Ok, merci à tous.